Nouvelle arrestation dans l'enquête sur les attentats du 13 novembre. Un Belge directement lié au terroriste a été interpellé au Maroc. Il a combattu en Syrie dans les rangs du Front Al-Nosra avant de rejoindre l'État islamique. C'est sans doute la dernière bataille de François Hollande. Le président veut inverser, comme promis, la courbe du chômage avant la fin de son mandat. Il a présenté aujourd'hui son plan d'urgence pour l'emploi. Et puis en Israël, le terroriste d'Otniel court toujours. La chasse à l'homme se poursuit pour mettre la main sur ce Palestinien qui a tué une mère de famille à son domicile. Merci de nous rejoindre sur i24 News pour ce nouveau journal. Je vous le disais en titre, plus de 2 mois après les attentats du 13 novembre, on apprend une nouvelle arrestation directement liée aux attaques. C'est un Belge d'origine marocaine. Il a été arrêté au Maroc. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Simon Peterman, spécialiste de la lutte contre le terrorisme. Bonjour. Bonsoir. Qu'est-ce que cette arrestation peut apporter à l'enquête ? Mais écoutez, une arrestation de plus, ce qui signifie qu'il s'agissait de tout un réseau, puisque le kamikaze qui s'est fait exploser à Saint-Denis a été identifié. Il s'agit lui aussi d'un belgo-marocain. Maintenant, un autre belge d'origine marocaine a été arrêté près de Casablanca au Maroc, oui. Et donc, ça signifie tout simplement qu'il y a tout un réseau et que probablement le principal, celui qu'on recherche depuis des semaines maintenant, Abdeslam Salah, bénéficie d'un réseau de complicité. Donc l'affaire est loin d'être terminée, semble-t-il, puisque les enquêtes continuent. Alors un réseau de complicité qu'il est d'autant plus difficile de mettre à jour quand on voit le profil de ces suspects, une double nationalité. Ils peuvent passer entre les filets des services de renseignement. Oui, c'est assez difficile, d'autant plus que celui-ci, d'après l'enquête marocaine, ce Belge a quitté la Syrie pour la Turquie, il s'est rendu en Allemagne, en Belgique, avant d'arriver au Maroc via les Pays-Bas. Ce qui signifie que les services de renseignement, probablement, il y a quelque part, il y a des failles, bien entendu. De même que pour Chakib Bakrou, le belgo-marocain qui s'est fait exploser à Saint-Denis, qui figurait sur les listes de l'OCAM ici en Belgique, mais qui est passé à travers les mailles du filet. Donc ça signifie que c'est extrêmement difficile, mais en tout cas, les enquêtes se poursuivent et j'ai l'impression quand même que le filet se resserre tout doucement autour, en tout cas, d'Abdeslam Salah. Merci beaucoup pour ces précisions, Simon Peterman. Et puis autre enquête qui avance, elle ne concerne pas le terrorisme, mais les comptes de campagne de Nicolas Sarkozy en 2012. On vient de l'apprendre, 4 nouvelles mises en examen, plus d'infos à suivre au long de cette édition. Mais en attendant, cette nouvelle catastrophe en montagne, au moins 5 militaires tués, 6 autres blessés dans une avalanche en Savoie. Avalanche qui s'est déclenchée un peu avant 14 heures dans un secteur hors piste de la station de Val-Fréjus en haute altitude. 51 militaires étaient à l'entraînement dans le secteur. Il s'agit de légionnaires du 2e régiment étranger du Génie, basé dans le Vaucluse. Pour en parler, nous sommes justement en ligne avec Julien Aubert, député du Vaucluse. Merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, que sait-on sur ce régiment ? Alors, le 2e régiment étranger de Génie a été implanté sur le plateau d'Albion lorsqu'on a démantelé la dissuasion sol-air, et notamment tout ce qui était lié au mécanisme nucléaire français. Et donc c'est un régiment assez récent, il date de 1999, et il est spécialisé notamment dans les combats en montagne, avec des unités très particulières qui sont chargées par exemple d'organiser des avalanches, de mettre en place des téléphériques en zone d'altitude, voilà. Donc c'est un régiment d'élite. Et donc ce genre d'entraînement auquel il participait dans ce genre de conditions, c'était courant finalement ? Oui, c'est très courant. C'est-à-dire que c'est un régiment qui s'entraîne en France la plupart du temps, dans des conditions extrêmes, en altitude, qui est configuré pour pouvoir combattre jour et nuit en montagne, et donc qui est ensuite déployé sur des théâtres d'opérations extérieures, par exemple en Afghanistan,
Je crois qu'il a été également au Liban. Donc c'est un corps de vétérans et qui a l'habitude de ce genre de situation. Et avec alors comment vous expliquez justement s'ils avaient l'habitude de ce genre de situation? Ce sont des militaires qui sont aguerris. Comment vous expliquez cet accident? D'abord, vous avez des recrues, des nouveaux légionnaires qui peuvent être incorporés. Donc il faudrait voir quel est le profil des militaires qui étaient en formation à ce moment-là ou en entraînement. Et puis deuxièmement, vous savez, en milieu naturel, particulièrement en milieu naturel hostile, le risque zéro n'existe pas. De la même manière que vous avez des navigateurs expérimentés qui disparaissent en mer, eh bien il arrive malheureusement que dans ce type d'entraînement, surtout d'ailleurs avec le manteau neigeux qu'on a en ce moment, qui est assez récent, et les variations de température, eh bien des accidents se produisent. Je rappelle donc le bilan, 5 morts. Est-ce que vous savez si les recherches sont toujours en cours? Non, ça pour les aspects de logistique, je ne peux pas vous tenir au courant. C'est la base elle-même qui suit le dossier, même si visiblement eux-mêmes sont un peu à court d'informations, puisque ce sont les secours sur place qui gèrent les choses. Merci beaucoup Julien Ambert pour ces précisions. Elles ont été annoncées ce matin en France. Les mesures de la dernière chance pour l'emploi. Le président a dégainé son plan d'urgence pour inverser la courbe du chômage et pour cela il met 2 milliards d'euros sur la table. Julia Ganancia. François Hollande le sait, c'est le plan de la dernière chance. Dernière année pleine de son mandat, le président fait de l'inversion de la courbe du chômage la condition de sa candidature à un second mandat en 2017. Il annonce une bataille pour l'emploi. Ce qui compte, c'est d'aller regarder ce qui peut être créé dans notre pays au-delà même de quelque échéance électorale que ce soit. Ce qui compte, c'est de faire les réformes jusqu'au bout. 3 mesures phares pour mettre ce plan d'urgence en marche, 500 000 formations supplémentaires pour les chômeurs, une aide à l'embauche pour les très petites et moyennes entreprises et des mesures en faveur de l'apprentissage. Ce plan d'urgence a un coût, plus de 2 milliards d'euros, dont 1 milliard consacré à la formation de 500 000 chômeurs, des dépenses qui seront compensées intégralement par des économies selon le chef de l'État. Pour que les chômeurs formés et les apprentis augmentent leurs chances de trouver du travail, de nouvelles mesures sont prises afin de soutenir l'emploi dans les PME. Toute entreprise de moins de 250 salariés qui recrutera un jeune ou un demandeur d'emploi, c'est-à-dire un salarié, payé entre 1 et 1,3 fois le SMIC, en CDI ou en CDD de 6 mois et plus, se verra verser une prime de 2 000 € par an. Face à l'inquiétude des Français et après de nombreuses promesses, le temps presse pour François Hollande. Le président avait promis que la courbe du chômage s'inverserait avant fin 2013. 650 000 chômeurs supplémentaires se sont inscrits à l'Agence nationale Pôle emploi depuis son élection en 2012. Les suites du procès de la Société Générale, Jérôme Kerviel est reparti au combat. Aujourd'hui, l'ancien trader a tenté de faire réviser son procès alors que la donne a changé avec la publication d'un enregistrement clandestin. C'est le témoignage de Chantal Deléris, ancienne vice-procureure du parquet de Paris. Elle a suivi l'enquête sur les pertes de la Société Générale et elle assure que la banque savait tout des pratiques de son trader. Alors, verdict, c'est le 21 mars. En attendant, je vous propose d'écouter Jérôme Kerviel à la sortie de l'audience. Je suis dégoûté du contenu des enregistrements. Voilà, j'ai même pas de mots pour dire ce que je ressens quand j'ai entendu ça. Voilà, j'ai honte pour la justice. Mais ça fait des années que je vous le dis, que le dossier est truqué, que le dossier est sponsorisé, on me l'a reproché comme David vient de le dire. Voilà, maintenant ça apparaît au grand jour et c'est pas fini, je crois. Alors la Société Générale savait tout des agissements de Jérôme Kerviel. C'est ce qu'affirme l'enregistrement de la magistrate publié hier et c'est ce que s'évertue à prouver depuis des années Sylvain Passemard. C'est un ancien employé de la société de courtage de la Société Générale. Il a témoigné à plusieurs reprises pour la défense de Kerviel. Il a réagi un peu plus tôt sur notre antenne. C'est un procès à charge, tout à fait. C'est une enquête qui est manipulée, qui a mal été faite en 2008 et 2010. Mais quand les enquêtes de Madame Nathalie Leroy ont avancé en 2012, suite aux informations que je lui délivrais ou qu'un autre de mes collègues témoins aussi lui délivrait,
Curieusement, en fait, ces enquêtes lui ont été retirées pour qu'elles soient classées 2 jours plus tard. L'activité de Jérôme Kirviel, la Société Générale fait mine de le découvrir le 18 janvier 2008. Or, depuis l'été 2007, il y avait un volume d'activité qui était colossal tous les jours. Ce volume d'activité-là a généré d'énormes transactions financières, donc il y a eu des appels de marge conséquents à régler. Ça a mis en surcharge les services de middle office, de back office, de contrôle de gestion et de trésorerie de la société FIMAT, donc du groupe Société Générale, et forcément par vase communicant de la Société Générale, qui s'est mise en marche pour faire du volume, de l'argent, du cash, tout simplement. Pas question de suspendre les essais thérapeutiques, c'est ce qu'a déclaré aujourd'hui la ministre de la Santé, Marisol Touraine, malgré la mort d'un patient ayant participé à Rennes à l'essai clinique d'un médicament. Elle réclame par ailleurs de la solidarité envers les victimes. Une alerte plus rapide aurait été appréciée. Et je ne veux pas rentrer dans les détails aujourd'hui. Les enquêtes sont en cours. Nous allons préciser exactement ce qu'a été la réaction des uns et des autres. Mais c'est vrai que face à un événement aussi grave, on attendait du laboratoire qu'il se manifeste plus rapidement auprès des autorités sanitaires. Aucune raison aujourd'hui ne justifie de suspendre les essais cliniques. Il y a un problème majeur, massif, inédit en France, sans précédent en France. Nous devons comprendre ce qui s'est passé, mais rien ne justifie d'interrompre l'ensemble des essais cliniques. On reste en France pour parler cette fois de ce vaste coup de filet mené ce matin par 300 gendarmes autour d'un camp de gens du voyage à Moirans. 15 personnes interpellées. Opération qui intervient 2 mois après les violences survenues dans le camp. Julia Galancia. À l'aube, 300 gendarmes déployés dans un vaste coup de filet autour d'un camp des gens du voyage à Moirans. Au total, 15 interpellations, mais 20 suspects étaient recherchés par les forces de l'ordre. 5 sont donc toujours dans la nature. Sur Twitter, le chef du gouvernement se félicite de cette opération. Fermeté républicaine à Moirans, la justice, l'État sont au rendez-vous. Moirans, en octobre dernier, c'est là que des violences spectaculaires éclatent. Des violences qui ont alors un fort retentissement. Le gouvernement est accusé de laxisme après une série d'incidents du même ordre. 3 mois plus tard, c'est le soulagement chez les habitants de la commune. À un moment donné, il faudra bien se remettre autour de la table avec la corporation des gens du voyage sédentaire. Moi, je souhaite qu'il y en ait qui soient punis. Ceux qui, bien entendu, dans le cadre de l'instruction qui va avoir lieu, seront coupables. Parce qu'il y aura certains qui ne seront peut-être pas coupables d'ailleurs. Il faut laisser faire encore une fois la justice. Donc nous, à Moirans, on sera prêts à se mettre autour de la table. Aucun blessé à déplorer, mais une trentaine de voitures sont incendiées. Certaines jetées sur les voies de la SNCF, interrompant ainsi la circulation de plus de 120 trains pendant une douzaine d'heures. La gare et un restaurant sont également mis à sac. À l'époque, les émeutiers réclament la libération d'un détenu de 24 ans, membre de leur communauté, pour qu'il puisse assister aux obsèques de son frère. Le jeune homme est tué dans un accident de la route le week-end précédent les faits, à bord d'une voiture volée après avoir commis un cambriolage. Selon le procureur de Grenoble, les auditions des principaux suspects commenceront dès que possible. Pour la deuxième fois en moins de 24 heures, une Israélienne a été poignardée en Cisjordanie. Une femme enceinte, grièvement blessée ce matin dans l'implantation de Tekoa. C'est un adolescent palestinien qui a porté l'attaque avant d'être abattu. On fait le point avec Joseph Emmanuel. Ce jeune homme à terre vient de poignarder une femme enceinte. Nous sommes à Tekoa en Cisjordanie. L'adolescent mineur est palestinien. Il a immédiatement pris la fuite après son attaque. Un civil armé l'arrête en lui tirant dessus. Une fois sur place, l'armée s'assure qu'il ne porte pas de gilet explosif avant de lui porter secours et de l'évacuer vers un hôpital. Évacué tout comme sa victime. Son état est stable, elle est enceinte de 18 semaines. Selon les premières vérifications, le fœtus est indemne. La jeune femme d'une trentaine d'années est la belle-fille du rabbin Menachem Froman, un rabbin militant pour la coexistence judéo-musulmane, connu aussi comme une importante figure du mouvement des implantations. Cette attaque au couteau intervient au lendemain d'une attaque meurtrière particulièrement barbare. Une mère assassinée chez elle face à certains de ses enfants. Le meurtrier, toujours en fuite, pourrait être un Palestinien employé dans des implantations juives. Les autorités ont demandé aux résidents de l'implantation de Tekoa de rester chez eux. Autre ordre du commandant de la brigade régionale, tous les travailleurs palestiniens doivent quitter les implantations juives.
Cette attaque au couteau est la 101e attaque anti-israélienne depuis le 1er octobre dernier, soit près d'une attaque par jour. Et la traque se poursuit pour retrouver la trace du terroriste d'Otniel, ce Palestinien qui s'est introduit hier dans une maison de cette localité en Cisjordanie, qui a tué au poignard une mère de famille devant ses enfants. Daphné Meir avait 38 ans. Elle a été inhumée aujourd'hui à Jérusalem. Reportage sur place, Maël Benoliel. Après l'horreur et l'effroi, place à la tristesse et à l'émotion. Tout le Yishuv d'Otniel, ou presque, rassemblé à l'extérieur de la synagogue de cette localité du sud de Hébron pour rendre un hommage à leur voisine, leur amie Daphna Meir, poignardée à mort chez elle devant ses enfants. Je ne réalise pas, c'est incroyable de se dire que je ne pourrai plus lui parler, plus lui téléphoner. Il y avait tellement de vie en elle. Elle avait toujours quelque chose à dire et puis elle avait le sourire. Je ne peux pas croire qu'elle ne viendra plus le samedi matin au parc ou prendre son café avec moi. Daphna Meir était connue de tous ici, elle qui a longtemps été l'infirmière principale d'Otniel, avant d'aller exercer son métier à l'hôpital Soroka de Beersheva. C'est la consternation, mais qu'on partage la même douleur. On est une famille, on est une grande famille. On se connaît tous. On vit ensemble depuis longtemps et pour longtemps, et ici à Otniel, dans le sud à Hebron. Sur la route qu'emprunte le cortège funéraire dans cette région particulièrement touchée par la récente vague de violence, ils sont des centaines d'Israéliens à s'être réunis en différents points pour marquer leur soutien. Ils sont encore plus nombreux au cimetière de Givat Shaul à Jérusalem pour accompagner Daphna Meir dans sa dernière demeure. Certaines personnalités politiques ont fait le déplacement. Le ministre de l'Éducation, Naftali Bennett, et le chef de l'opposition, Yitzhak Herzog, se tiennent côte à côte. Beaucoup d'Israéliens sont même venus de loin. Je tenais à soutenir la famille. Et bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je sais pas. C'est très triste. Cette nouvelle victime porte à 28 le nombre d'Israéliens morts dans des attaques commises par des Palestiniens depuis le 1er octobre 2015 et le début de ce que certains appellent l'intifada des couteaux. Bienvenue si vous nous rejoignez sur I24 News, à suivre dans le journal. Faciliter le processus de reconnaissance de stress post-traumatique. La bataille est lancée pour un jeune soldat de Tsahal. Rencontre à suivre. Course à la Maison-Blanche, on a assisté hier à une passe d'armes entre Hillary Clinton et Bernie Sanders lors du débat de la primaire démocrate. Les deux candidats sont au coude à coude dans des sondages. Et puis nouveau scandale dans le monde du sport. Cette fois, c'est le tennis qui est ébranlé. Plus de 70 joueurs soupçonnés d'avoir truqué des matchs. Mais d'abord, le groupe djihadiste Al-Qaïda au Maghreb islamique, AQMI, a publié aujourd'hui la photo de 3 membres du commando qui a attaqué plusieurs hôtels et un restaurant vendredi à Ouagadougou. Je vous rappelle le bilan, 29 morts. C'est dans un communiqué sur Twitter qu'AQMI a publié ces photos de ces 3 terroristes âgés tout au plus de 25 ans. AQMI les identifie comme Al-Battar Al-Ansari, Abu Muhammad Al-Boukali et Ahmed Al-Foulani Al-Ansari. Il est le meneur d'une bataille qui s'annonce longue et fastidieuse pour faciliter le processus de reconnaissance des troubles de stress post-traumatique. Idogal, c'est le nom de ce soldat israélien qui souffre de ce stress post-traumatique depuis l'intervention à Gaza. Les autorités ne lui ont octroyé aucune aide financière ni psychologique. Elsa Mimoun est partie à sa rencontre. Ce cri de colère et de désespoir est poussé par Ido. Jeune Israélien de 28 ans, il a fini l'armée avec des troubles de stress post-traumatique suite à une intervention militaire à Gaza, opération durant laquelle il a tué par erreur son compagnon d'armes et ami Ben Koubani. Depuis quelques semaines, la vidéo de cette réunion parlementaire a fait le tour d'Internet et a été traduite dans plusieurs langues, réveillant ainsi l'opinion publique israélienne sur ce mal peu connu. Tout d'un coup, les gens ont pris conscience du problème. Ils ont compris pourquoi, par exemple, leur père est tout le temps en colère, anxieux, casanier. Ce sont des pères de famille qui ont subi un traumatisme il y a une dizaine d'années déjà, et leurs enfants m'écrivent et me disent « Grâce à toi, après avoir souffert toutes ces années, on comprend son problème ».
Ido est devenu malgré lui le meneur de cette cause. Sollicité par plusieurs familles, il rend visite désormais aux personnes atteintes de ce mal. Un pas important dans sa propre guérison, même s'il reste encore fragile. Ses blessures psychologiques invisibles affectent le quotidien. Difficulté à se concentrer, sommeil léger, peur d'aller dans des endroits trop bruyants, laissant les victimes et leurs familles désemparées. Je veux poser une question simple. Depuis la guerre du Kippour, où il y a eu des milliers de blessés, il n'y a toujours pas d'établissement pour nous soigner. Il n'y a nulle part où aller. Qui est capable de me remettre en état, de me faire revenir à comment j'étais ? Le processus de reconnaissance des troubles de stress post-traumatique des soldats revenus du combat sera un travail long. Contacté par mail, le ministère de la Défense israélien affirme que 57 000 anciens combattants sont aujourd'hui traités. Le but de Ido, créer un centre de réhabilitation des combattants et des soldats atteints de traumatisme pendant leur service. Un appel qui pourrait faire changer les mentalités et qui a déjà reçu de nombreux soutiens au sein de la société. En bref, c'est désormais officiel, il s'agissait bien d'un kidnapping. Selon les services de sécurité irakiens, les 3 Américains disparus dans le pays ont été enlevés dans un appartement suspect. C'est un terme utilisé pour désigner un lieu de prostitution. Les rapts sont courants en Irak, mais ce sont d'ordinaire des Irakiens qui sont enlevés pour des rançons ou des règlements de compte. Aucun Américain n'avait été enlevé depuis plusieurs années dans le pays. Aux États-Unis, l'événement politique de ce lundi, c'est le dernier débat démocrate avant la primaire. Le ton est monté cette nuit car la favorite Hillary Clinton a dû repousser de multiples attaques lancées depuis sa gauche par un certain Bernie Sanders. À New York, la correspondance de David Benaïm. Bernie Sanders a pris l'avantage sur de nombreux sujets hier soir, notamment sur l'accès à l'assurance santé pour tous. Ce débat était très critique pour lui. Bernie Sanders touche un électorat jeune et engagé. 60% des démocrates de moins de 40 ans le préfèrent à Hillary Clinton. Son côté authentique, indépendant, passionné contre les influences de Wall Street et des lobbies sur Washington. Certains sondages le donnent au coude à coude avec Hillary Clinton dans l'Iowa et gagnant dans le New Hampshire. Bernie Sanders doit consolider cette avance et gagner en respectabilité afin de convaincre qu'il est capable de porter le Parti démocrate en cas de victoire aux primaires. Mais Hillary a une avance solide du point de vue national, 24 points sur son challenger. Même si Bernie Sanders venait à gagner les 2 premiers États marqués très à gauche, Hillary Clinton peut encore décrocher la domination confortablement. Et puis ce scandale qui ébranle le tennis mondial, des matchs truqués à Wimbledon, mais aussi à Roland-Garros, 70 joueurs concernés, dont certains parmi les 50 meilleurs du monde. Gabriel Nolin. L'affaire a été révélée par la presse britannique alors que débute l'Open d'Australie à Melbourne. Ces 10 dernières années, 16 joueurs du top 50 mondial et même des vainqueurs du Grand Chelem auraient été signalés à l'unité d'intégrité du tennis pour des rencontres truquées. Mais aucune sanction n'a été prise à la rencontre. BBC News et le site BuzzFeed qui dévoile l'affaire assurent avoir eu accès à des archives secrètes mettant en avant un système de corruption à grande échelle. Une thèse confortée par les dires de Djokovic. Il aurait lui-même été approché pour perdre un match. J'ai été approché par des personnes qui ont essayé de m'atteindre en passant par des membres de mon équipe. Bien sûr, notre réaction a été d'opposer un refus catégorique. Pour moi, c'est complètement anti-sport. Honnêtement, c'est même un crime sportif. Le site et le journal expliquent également avoir mis la main sur les résultats d'une enquête faite en 2007 par l'ATP, l'association de tennis professionnel, sur des paris en provenance de Russie, d'Italie du Nord et de Sicile. Résultat de l'investigation, des syndicats de parieurs auraient gagné des centaines de milliers d'euros dans des matchs arrangés, parmi lesquels des matchs du Grand Chelem. 28 joueurs devaient être interrogés, sans suite. Des allégations rejetées par le directeur de l'association de tennis professionnel. L'unité d'intégrité de tennis et les autorités du tennis rejettent toute allégation stipulant que des preuves de trucage de match aient été supprimées ou pas assez étudiées. Et alors que le rapport de la BBC et du site BuzzFeed fait référence principalement à des événements datant d'il y a 10 ans. Nous allons enquêter sur toute nouvelle information qui sort, comme nous le faisons toujours. Selon les médias britanniques, 8 des joueurs incriminés participent à l'Open d'Australie. Leur identité n'a pas encore été révélée.
Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Avant de se quitter, on vient sur cette information qui vient de nous parvenir. 4 acteurs de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2012 ont été mis en examen pour de nouvelles dépenses suspectes au-delà des fausses factures de Big Malion. Alors parmi les personnes mises en examen, on retrouve notamment le trésorier de la campagne et député des Républicains, Philippe Briand, mais également le directeur de campagne, Guillaume Lambert. Plus d'infos à venir dans nos prochaines éditions. En attendant, voici l'image du jour. C'est une caricature qui est signée Patrick Chapat. Elle est parue dans un quotidien allemand cette semaine. Merkel, face aux migrants. La chancelière allemande est embarrassée par ce dossier alors qu'elle a dû faire volte-face après les violences sexuelles du Nouvel An à Cologne. Et puis d'autres belles images avant de se quitter. C'est une course, la grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, la course à étape la plus grande et la plus difficile au monde qui réunit chaque année 30 mushers avec leur attelage de chiens de traîneau. 11 jours de course. On se quitte sur ces images. Passez une très belle soirée sur notre antenne.